Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. Comme j'ai dit, je suis très heureuse d'être parmi vous dans cette session de formation continue organisée par Rema Learning. Mes vifs remerciements sont adressés aux organisateurs et sans tarder, nous allons voir ensemble cette thématique qui est très actuelle, qui revêt un intérêt particulier, qui est l'hypertension artérielle chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Et comme je suis néphrologue, le haut risque cardiovasculaire va être plus concentré sur les patients diabétiques et les patients présentant une maladie rénale chronique. Alors, je tiens à préciser que cette présentation sera basée, bien sûr, sera evidence-based, basée sur des preuves, sur des évidences, et notamment sur les données des dernières recommandations internationales, notamment les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle, la Société européenne de cardiologie et les CADIGO, qui sont les recommandations qui régissent l'hypertension et la maladie dans le cadre de la maladie rénale. Alors, Euh, l'hypertension, Excusez-moi, professeur, mais nous ne vous entendons plus très bien. d'accord, je peux augmenter le son peut-être. Là, c'est mieux? Est-ce que Oui, oui, là, c'est mieux. Parfait. Donc, comme je disais, cette présentation est basée sur des évidences et notamment sur les recommandations des sociétés savantes, notamment la Société européenne d'hypertension artérielle, la Société européenne de cardiologie et les recommandations CADIGO qui régissent, bien entendu, la prise en charge, de la maladie rénale et l'hypertension artérielle. Comme vous le savez tous, l'hypertension artérielle est le trouble cardiovasculaire le plus prévalent au monde. Elle concerne 1,280 milliard d'individus âgés entre 30 et 79 ans. Les deux tiers de ces individus sont dans des pays à faible ou à moyen revenu. Donc, nous, dans le continent africain, nous sommes très concernés ce trouble cardiovasculaire. Il y a une prédominance masculine, notamment chez les sujets de moins de 50 ans. 34% des patients vont être des hommes versus 32% des femmes. Mais avec l'âge, c'est-à-dire au-delà de 50 ans, cette prédominance masculine va se dissiper puisque les femmes, à mesure qu'elles prennent de l'âge, vont avoir des prévalences également qui sont élevées. Concernant les recommandations de l'hypertension artérielle, il faut dire que ces dernières années, notamment à partir de 2023, il y a eu un certain nombre de modifications et de nouveautés que l'on va voir ensemble. Ces modifications concernent l'introduction de nouveaux facteurs physiopathologiques, la discussion de la valeur des différentes mesures de pression artérielle, c'est-à-dire la pression au cabinet, la pression à domicile, la MAPA, la mesure ambulatoire, et puis la valeur également des nouveaux dispositifs qui existent et qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a de nouvelles cibles thérapeutiques qui sont discutées et de nouvelles modalités thérapeutiques. Et tout cela, bien entendu, on va le discuter au fur et à mesure dans la présentation. Excusez-moi, j'essaie de passer là. Alors, commençons par la physiopathologie. Donc, comme nous le savons, la régulation de la pression artérielle dépend un équilibre entre les facteurs qui augmentent la pression artérielle, à savoir les vasoconstricteurs, le système sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone d'un côté, et ceux qui vont réduire cette pression, baisser cette pression artérielle, tels les vasodilatateurs, l'oxyde nitrique, les peptides natriurétiques, etc. Et à côté de ces facteurs biologiques, il y a des facteurs génétiques, une prédisposition génétique, des facteurs environnementaux, des facteurs également qui sont liés au mode de vie.
notamment le régime alimentaire, la consommation d'alcool, le tabac, le stress, la qualité du sommeil et l'activité physique. Actuellement, il y a de nouveaux facteurs qui ont fait leur apparition et qui sont maintenant reconnus comme intervenant dans la physiopathologie de l'hypertension artérielle, à savoir la pollution, notamment la pollution atmosphérique, mais également la pollution sonore. Vivre dans un environnement qui est bruyant est corrélé au fait de développer une hypertension artérielle. Il y a également les troubles du microbiote intestinal qui sont actuellement reconnus comme facteurs qui interviennent dans l'HTA. L'inflammation, le stress oxydant, l'activation des cellules immunitaires, tous ces éléments sont actuellement des facteurs qui ont été ajoutés, bien entendu, à la physiopathologie de la pression artérielle. Et comme la pression artérielle et l'hypertension artérielle est multifactorielle, dans cette présentation, on ne se base plus sur la monothérapie, mais il faut combiner plusieurs médicaments qui vont avoir des sites d'action et des modes d'action qui sont différents. D'où le fait d'avoir des associations de médicaments, comme on l'expliquera par la suite. Concernant la définition, comment définit-on une hypertension artérielle? Alors, la définition est très discutée dans tous les congrès, notamment des recommandations de l'hypertension artérielle. Alors, comme vous le savez, l'hypertension artérielle est définie par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Cette prise tensionnelle se fait au cabinet ou à l'hôpital, non pas à domicile. Et puis, elle doit être répétée. Alors ici, cette définition, comme j'ai dit, est sujette à un débat. Pourquoi? Parce qu'on sait actuellement qu'il y a une relation qui est continue entre la pression artérielle et les complications cardiovasculaires et les événements fatals à partir d'une systolique qui dépasse 115 mm de mercure et une diastolique qui dépasse 75 mm de mercure. Et d'ailleurs, sur cette base, beaucoup d'experts demandent à revoir à la baisse cette définition, ce seuil de définition de l'hypertension artérielle. Sauf que la réponse admise actuellement, c'est qu'on va garder ces seuils de 140-90 puisque il a été établi par différentes études que ce sont les chiffres à partir desquels la décision de traiter va avoir des bénéfices qui dépassent l'inaction. Revoyons ensemble la classification de l'hypertension artérielle et ses différentes catégories. On parle d'une pression artérielle optimale lorsque la systolique est inférieure à 120 mm de mercure et une diastolique inférieure à 80 mm de mercure. La pression artérielle normale se situe entre 120 et 129 pour la systolique et 80-84 pour la diastolique. La normale haute, c'est 130 à 139 et ou une diastolique à 85-89. Lorsqu'on commence à parler d'hypertension artérielle, il y a 3 grades. Le grade 1, c'est l'hypertension artérielle définie par une systolique entre 140 et 159 et ou une diastolique entre 90 et 99. Le grade 2, c'est entre 160 et 179 et ou une diastolique entre 100 à 109. Et puis le grade 3, qui est l'hypertension sévère, c'est supérieur à 180 mm de mercure pour la systolique et ou une diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Alors, pour parler d'hypertension artérielle et confirmer le diagnostic, ça va se faire sur au moins 2 à 3 consultations dans un intervalle d'1 à 4 semaines. Et bien entendu, c'est en fonction des chiffres tensionnels et du niveau de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire un patient qui se présente à la consultation avec une hypertension qui est d'emblée sévère au grade 3, on ne va pas attendre 4 semaines pour confirmer et traiter.
Par contre, un patient qui arrive avec un grade 1 ou un grade 2, là, on va le reconvoquer pour une deuxième consultation pour confirmer, bien entendu, le diagnostic. La question du dépistage, qui doit-on dépister? Alors là, il y a également une grande discussion et une grande inquiétude aussi, parce que les grands essais contrôlés randomisés concernant l'hypertension artérielle contiennent, je dirais, en termes de participants, peu d'adultes jeunes. Et puis, il a été constaté que les populations désavantagées n'y sont pas très représentées. Et à partir de cela, il est proposé que le dépistage soit beaucoup plus large, c'est-à-dire essayer de ce que les experts appellent le dépistage opportuniste, c'est-à-dire dépister au niveau des pharmacies, au niveau des coiffeurs, toutes les situations vont être bonnes à dépister l'hypertension artérielle. Mais ce qui est recommandé avec un haut niveau de preuve, c'est que le dépistage de la maladie rénale, le dépistage de l'hypertension artérielle est recommandé chez l'adulte à partir d'un âge de 40 ans ou même avant si le patient est à haut risque. Chez les patients qui sont à haut risque, justement, il faut un dépistage et un suivi annuel il est recommandé pour essayer de dépister l'hypertension artérielle. Une autre question se pose, elle est très actuelle maintenant avec tout ce qu'il y a comme dispositif de mesure de l'hypertension artérielle. Et ça, la question se pose par les patients. Est-ce que l'appareil qu'ils se procurent, le dispositif qu'ils se procurent est valide? Est-ce que, par exemple, la montre, la smartwatch qui donne la pression artérielle est valable, est valide? Eh bien, les recommandations ont tranché cette question et il y a un site, c'est le www.stridebp.org qui collige l'ensemble des appareils qui sont validés. Donc, lorsque le patient pose la question, on lui demande d'aller consulter le site et de voir est-ce que l'appareil qu'il a entre les mains est validé. Et un appareil, pour qu'il soit validé, généralement, il peut être automatique, électronique ou hybride manuel, mais c'est un appareil brachial avec un brassard. Les appareils sans brassard ne sont pas validés. Comme j'ai dit au début, il y a eu des modifications concernant la valeur des différents types de mesures. Il y a 3 grands types de mesures. La mesure qu'on fait au cabinet ou à l'hôpital, la mesure qu'on fait à domicile et puis la mesure ambulatoire sur les 24 heures, ce qu'on appelle communément la MAPA. Alors, les dernières recommandations donne beaucoup de valeur à la mesure que le médecin va faire à son patient au niveau du cabinet, au niveau de l'hôpital. C'est la mesure de référence. Et là, beaucoup de valeur pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. Maintenant, se pose une question. On a tous suivi la grande étude, l'étude SPRINT, où la mesure de la pression artérielle a été réalisée sans présence du médecin, c'est-à-dire on va mettre le patient dans des conditions optimales, dans un box et au repos, et il y aura la prise de la tension artérielle. C'est ce qu'on appelle unattended office BP. Et ça, c'est quelque chose d'idéal. Maintenant, est-ce que pour diagnostiquer la pression artérielle chez nos patients, on doit faire pareil? Telle est la question. Eh bien non. Dans les recommandations, on dit que la prise tensionnelle dans nos cabinets ou dans nos hôpitaux, ça va être standard. La prise standard, c'est-à-dire celle qui est prise par le médecin ou par l'infirmier. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est raisonnable, c'est ce que pratiquement tout le monde utilise. Elle n'est pas coûteuse. Et c'est la méthode avec laquelle la plupart des essais cliniques ont été réalisés. Alors, en pratique, le patient arrive au cabinet, on le met au repos et on va prendre 3 mesures. Donc, 3 mesures. Et bien entendu, pour confirmer, comme j'ai dit, si la pression artérielle n'est pas très élevée, mais on n'est pas dans l'HTA sévère, on le reconvoquera par la suite pour confirmer, bien entendu, dans l'espace d'une semaine jusqu'à 4 semaines. Bien sûr, les autres mesures telles que la mesure à domicile
ou la MAPA vont apporter des informations additives, vont apporter des informations supplémentaires et on les utilisera en cas de besoin, bien entendu. Alors, quels sont les seuils à partir desquels on va dire que le patient présente une hypertension artérielle dans les différentes mesures? Alors, la mesure à l'hôpital ou au cabinet, donc celle qui est la mesure de référence, eh bien, le seuil, il est clair, comme dans la définition, c'est une systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Pour ce qui est du monitoring à domicile, la prise à domicile, c'est une systolique qui est supérieure ou égale à 135 et ou une diastolique supérieure ou égale à 85 mm de mercure. Ce sont les seuils pour parler d'hypertension artérielle dans la prise tensionnelle à domicile. Et puis dans la MAPA, sur les 24 heures, c'est une moyenne de la pression artérielle avec une systolique supérieure à 100, ou égale à 130 et une diastolique supérieure ou égale à 80. Mais attention, ici, il y a une distinction entre les chiffres diurnes et les chiffres nocturnes pendant le sommeil. Pour les chiffres diurnes, on parle d'hypertension artérielle dans le cadre de la MAPA lorsque la systolique est supérieure ou égale à 135 mm de mercure et où la diastolique est supérieure ou égale à 85 mm de mercure. Lorsqu'on parle de la tension diurne, d'une hypertension diurne, lorsque la systolique est supérieure ou égale à 120 mm de mercure ou une diastolique supérieure ou égale à 70 mm de mercure. Je rappelle les éléments clés pour une prise tensionnelle qui est correcte. Eh bien, comme vous le savez tous, d'abord, c'est un appareil qui est validé, qui est brachial et à brassard. Le patient doit être dans une salle, un box ou une chambre qui est calme, confortable, avec une température, bien sûr, qui est confortable et pas trop chaud, pas trop froid. Le patient ne doit pas avoir fumé, pris de la caféine, mangé ou fait de l'exercice 30 minutes avant les mesures. Le patient reste assis et au repos pendant 3 à 5 minutes. On ne parle pas pendant cette période, on n'interroge pas le patient et bien sûr, la posture est très importante. Il doit être assis avec le dos qui est droit, supporté par le dossier de la chaise, les pieds non croisés et les pieds à plat sur le sol, le bras est nu et bien entendu, le brassard est au milieu, en fait, le milieu du bras où on va situer le brassard, où on va placer le brassard, doit être au niveau du cœur. Et puis, on prendra 3 mesures avec une minute d'intervalle entre ces différentes mesures. Et on fait la moyenne, en général, des 2 dernières mesures. Voilà. Bon, là, on a parlé de l'hypertension artérielle qui est très prévalente, mais un risque cardiovasculaire qui est très important est expliqué par le diabète. Le diabète est souvent lié à l'hypertension artérielle et ils vont de pair dans plusieurs situations. Alors là aussi, le diabète sévit de manière pandémique. Dans le monde, en 2017, on était à 426 millions de patients diabétiques. Il y a des projections qui parlent de 628 millions en 2045. En Afrique, sur notre continent, nous étions à 16 millions de diabétiques en 2017 et là, les projections parlent de 41 millions en 2024, ce qui est énorme. Et puis, comme j'ai dit, avec le diabète et l'hypertension artérielle vont prédisposer les patients à la maladie cardiovasculaire parce qu'ils vont être intimement liés. Il y a des facteurs de risque qui sont fréquents chez les patients qui sont à la fois hypertendus et diabétiques. On va retrouver un terrain d'insulinorésistance, de dyslipidémie, d'obésité, de surpoids, et puis, bien entendu, une prédisposition génétique. Et ces 2 comorbidités, que sont l'hypertension et le diabète, vont agir au niveau vasculaire, vont entraîner une inflammation vasculaire qui va faire le lit de la fibrose, va entraîner un remodelage artériel, léser les vaisseaux à l'échelle de l'endothélium, entraîner une dysfonction endothéliale et ajouter à cela l'athérosclérose. Donc tout cela va concourir à entraîner une maladie microvasculaire, macrovasculaire qui vont constituer bien entendu une maladie
vasculaire. Donc, ceci étant dit, regardons ensemble ce cas clinique de la vraie vie et on essaiera de le discuter ensemble. Alors, docteur Grasse, est-ce qu'on peut être interactif dans cette session? Bon, Oui, on professeur. parce que je poserai des questions et si les collègues peuvent intervenir, ça serait une bonne chose. On verra. Vous pouvez modérer les questions lorsqu'on discute les cas cliniques. Oui, oui. Très bien, parfait. Alors regardons ce cas clinique qui est très particulier, mais tellement révélateur de la pratique dans la vraie vie d'une hypertension artérielle chez une patiente qui est à haut risque cardiovasculaire et on va discuter tout cela. Alors, c'est une dame de 68 ans. Elle est diabétique de type 2 sous répaglinide 2 mg 3 fois par jour et insuline depuis 2 ans. Sur le plan rénal, elle présente une créatinine sanguine à 17 mg par litre depuis 5 mois. Ça lui fait une clairance de la créatinine selon la formule MDRD à 32 millilitres par minute. Sa pression artérielle est à 145 sur 92 mm de mercure sous amlodipine, 10 mg le matin, et furosémide, 40 mg le matin. Donc, nous étions surpris par la présence du furosémide. Il s'est avéré que quelques semaines avant la consultation, elle était passée par un épisode de surcharge hydrosodée qui a motivé la prescription du furosémide. Toujours est-il. Sur le plan biologique, elle a une glycémie à 1,22 g par litre, hypercholestérolémie à 2,3 g par litre, triglycérides à 2,1 g par litre, un HDL cholestérol à 0,33, un LDL à 1,55 g, une hémoglobine à 11,3 g et une CRP à 7, hémoglobine glyquée à 9%. La protéinurie est à 1,2 g par jour, une natriurèse à 192 et une kaliurèse à 45 millimoles par 24 heures. L'échographie Doppler montre 2 reins de taille normale, dédifférenciés, avec des contours réguliers, pas de dilatation pyélocalicielle et pas de sténose des vaisseaux du rein. Donc là, c'est très informatif, d'accord? Et comme vous voyez, donc le diabète n'est pas contrôlé, l'hémoglobine glyquée est à 9%, il y a une hypercholestérolémie, le LDL cholestérol n'est pas possible. Maintenant, comme vous voyez, il y a une insuffisance rénale, 32 millilitres par minute. Vous savez que 32 millilitres par minute, on est au niveau du stade 4 de la maladie rénale, donc de la maladie rénale chronique. Et puis, il y a cette hypertension artérielle. Et concernant la maladie rénale, le bilan urinaire avec la natriurèse et la kaliurèse nous montre que c'est bel et bien une maladie rénale organique et que ce n'est pas une atteinte fonctionnelle. Donc, c'est bien une insuffisance rénale qui est organique et ceci est bien sûr confirmé par la présence également d'une protéinurie à 1,2 g par 24 heures. Le Doppler nous permet d'éliminer bien sûr une obstruction qui pourrait expliquer l'atteinte rénale et puis une sténose des vaisseaux du rein qui pourrait expliquer peut-être l'hypertension artérielle dans ce contexte-là. Ma question, que pensez-vous du contrôle tensionnel de cette patiente? Ces chiffres sont satisfaisants sous le traitement suivant. La patiente ne requiert pas de traitement antihypertenseur, les règles hygiéno-diététiques suffisent. Le traitement devrait être renforcé, ou plutôt le traitement devrait être changé. À vous la parole. Je vous écoute. Qui pense que les chiffres sont satisfaisants ou plutôt que la patiente ne requiert pas de traitement? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer à ce niveau-là? Bon, professeur, vu que nous n'avons pas de main levée ni d'intervention dans le chat, est-ce que Très cela bien, vous on dirait de continue. prendre au hasard? Oui, allez-y. Je vous fais confiance pour voir. Moi, j'aimerais bien que les médecins qui sont présents avec nous nous donnent leur avis. Bonjour, monsieur Mohamed. Mohamed plutôt. Bonjour, vous avez la parole.
Monsieur Moua, ok. Merci, Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je remercie le professeur Adia pour son idée de cas clinique. mhm, Nous pensons que par rapport à l'âge de la patiente, ces chiffres tensionnels sont satisfaisants sous le traitement actuel. La d'ac- patiente requiert quand même un traitement anti-HTA. mhm, d'accord, Les radiogénothétiques ne suffisent plus à cause de ces différentes comorbidités d'accord. et des différents facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire associée. Le traitement ne devrait pas être renforcé, mais il Mhm, devrait être changé. Après euh, la disparition de la surcharge hydrique, nous proposons d'arrêter le furosémide. Je mhm, vous remercie. très bien. Est-ce qu'il y a Ok. d'autres avis? Est-ce que Oui, quelqu'un... nous Oui, avons s'il vous plaît. docteur Moussa Senoussi. Bonjour, docteur. Quel est votre avis? Ok, merci. Bonjour au professeur. Bonjour. Oui, moi, je pense que on doit maintenir le traitement de l'HTA parce que déjà à 145 sur 92, avec une diastole à 92, c'est encore élevé vu le comorbidité de cette patiente. Mhm, Notamment, il y a une légère altération de la fonction rénale avec une créate à 17, dont le DFG à 32. mhm, Ça attire notre attention. ouais, Et aussi dans le bilan biochimique, quand nous voyons le triglycéride qui sont supérieurs à 2, c'est un peu élevé. Normalement, il faut avoir triglycéride inférieur à 1,50. Ce n'est pas le cas chez notre patiente présentée ici. mhm, Donc, dans son traitement, il faut aussi mettre un traitement antidyslipidémique pour corriger cela. Et aussi, ce patient qui est sous en même temps insuline et ADO, mhm, quand nous voyons le DFG est en train de baisser, 32, quand mhm, maintenant, si possible, hein, il faut retirer les ADO et laisser l'insuline et ajuster, n'est-ce pas, par rapport à son poids pour prévenir une altération encore plus sévère de la fonction rénale. Déjà, 32, c'est un peu bas. Et aussi, si possible, mettre un anti-HTA qui contient déjà une association parce que là, elle est sous amlodipine on parlera du furosémique qu'elle prend traitement, séparément. docteur, si vous Voilà. permettez, Donc, docteur, on parlera du traitement par la suite. D'accord? Je d'accord, vous poserai d'autres d'accord, questions d'accord. sur le traitement. Merci beaucoup. Alors, merci aux deux médecins qui ont intervenu parce que c'est très pertinent. Ils ont pointé du doigt des éléments très importants et je vais réagir à cela avant de continuer. Alors déjà, pour le deuxième intervenant, vous avez parlé de l'équilibre glycémique, donc il n'y a pas d'équilibre glycémique justement chez cette dame, et vous avez parlé de l'ADO. L'ADO avec le déclin de la fonction rénale. C'est vrai que les antidiabétiques oraux peuvent poser problème, notamment la metformine qui est très utilisée, très prescrite. Donc, on aurait dû l'arrêter à un débit de filtration pareil. Mais les glinides, ce sont des médicaments qu'on peut utiliser jusqu'au bout, même en dialyse. Donc, les glinides ne posent pas de problème en tant que classe d'antidiabétiques oraux, contrairement à la plupart des autres antidiabétiques oraux. Donc, ça, c'est une remarque. Après, j'ai entendu les différentes réflexions des médecins. Il y a beaucoup de vrai et de bon sens dans la prise en charge. Maintenant, il y a quelques ajustements parce qu'on a de nouvelles recommandations et c'est tout l'intérêt de ma présentation aujourd'hui. Alors, lorsqu'on dit que les chiffres sont satisfaisants sous le traitement actuel, c'est vrai que la question, elle est sournoise, parce que là, je mets en exergue le fait que la patiente, étant âgée, elle est sous 145-92, est-ce qu'on va admettre ces chiffres? Eh bien, on verra que les nouvelles recommandations n'acceptent pas cela. Donc, non, ces chiffres ne sont pas satisfaisants
au vu des nouvelles recommandations. La patiente ne requiert pas de traitement, comme ça a été dit par les deux médecins. Eh bien, c'est faux. La patiente requiert un traitement et des règles hygiéno-diététiques. Le traitement devrait être renforcé, donc plutôt changé. Et puis, je suis d'accord avec vous, le furosémide n'a plus de place, comme il n'y a plus de surcharge hydrosodée dans le cas que j'ai présenté. Alors, voyons quand est-ce qu'on débute un traitement antihypertenseur chez le patient? À partir de quel chiffre tensionnel on va initier un traitement et on va dire que mon patient va nécessiter un traitement antihypertenseur et à partir de quel âge on va dire que c'est satisfaisant? À cela, il y a une réponse claire des recommandations avec un niveau de preuve qui est élevé. Alors écoutez bien, la nouveauté d'ailleurs des recommandations sur l'hypertension artérielle, c'est qu'entre 18 ans jusqu'à 79 ans, on va traiter un patient qui présente des chiffres tensionnels à 140 et ou 90 mm de mercure. Tenez-vous bien, jusqu'à 79 ans. Maintenant, le patient qui est à 80 ans et au-delà, on peut utiliser comme seuil la valeur de 160 mm de mercure de systolique. Mais là aussi, les experts disent, attention, si votre patient n'est pas très fragile, s'il peut tolérer un traitement, essayez de considérer cette fourchette entre 140 à 160, c'est-à-dire le patient, si à 80 ans, il peut tolérer un traitement à partir de chiffres à 140, eh bien, on le traite. Tout va dépendre de l'état de fragilité et de tolérance du patient et c'est une invitation à personnaliser la prise en charge. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'actuellement, de 18 ans jusqu'à 79 ans, à partir de 140-90, on traite et on ne dit pas que mon patient est âgé, je vais respecter des chiffres élevés de pression artérielle. Il y a une autre situation dans laquelle les chiffres tensionnels peuvent ne pas être à 140-90. C'est le cas du patient qui a un antécédent de complications cardiovasculaires qui est sévère. Alors là, c'est à partir de chiffres supérieurs à 130-80, on peut considérer en milieu cardiologique la prise en charge avec un traitement antihypertenseur. Regardons les niveaux de risque. Lorsqu'on parle de faible risque, de risque modéré ou de haut risque, voire de très haut risque, en fait, on se réfère à cela, à ce tableau-là. Il y a 3 stades d'hypertension artérielle. Le stade 1, donc c'est là où on peut avoir des patients à faible risque. Donc, et c'est en fonction, bien sûr, des chiffres tensionnels, du grade de l'hypertension artérielle et des facteurs de risque existants. Alors, au stade 1, sans facteur de risque, c'est ce qu'on voit ici en vert, donc c'est un risque faible, surtout si le patient se situe dans la normale haute ou le grade 1 de la tension artérielle. À partir d'1 à 2 facteurs de risque, eh bien, on bascule assez rapidement dans le risque modéré. Plus de 3 facteurs de risque, c'est le risque modéré, voire élevé. Et nos patients, c'est-à-dire le patient diabétique, le patient qui a une maladie rénale chronique, eh bien là, c'est déjà le stade 3. C'est le haut risque, voire le très haut risque si la systolique est supérieure à 180 et la diastolique supérieure à 110. Et le stade 3, c'est lorsqu'on a une maladie cardiovasculaire établie ou une maladie rénale chronique, stade 4 ou plus. Stade 4, c'est-à-dire que le débit de filtration glomérulaire rénale chronique comporte 5 stades. Il y a les 2 premiers stades où le débit de compliqué où on parle d'insuffisance rénale chronique, c'est lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60. C'est là où les complications commencent. Le stade 4, c'est lorsqu'on a un débit de filtration entre 30
et 15. Et le stade terminal où on commence à discuter le traitement de suppléance par dialyse notamment, c'est lorsque le débit de filtration va être inférieur à 15 millilitres par minute. Et vous voyez très bien que nos patients, qu'ils soient diabétiques, cardiopathes ou présentant une maladie rénale, vont se situer dans les deux dernières lignes, c'est-à-dire sont des patients à haut risque, voire à très haut risque cardiovasculaire. Alors, là aussi, c'est une question pratique. Je suis dans mon cabinet ou à l'hôpital, je vois mes patients, je diagnostique une hypertension artérielle. Alors, comment je fais en pratique pour traiter? Alors là, ça va dépendre du niveau de risque et de la symptomatologie du patient. J'ai un patient qui a un grade 1 ou grade 2 d'hypertension artérielle, qui est asymptomatique, qui n'a pas de qui n'a pas d'atteinte d'organes cibles et qui n'a pas de maladie cardiovasculaire. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas me précipiter pour traiter. Ce qu'on fait en pratique, c'est que je vais le convoquer pour une deuxième consultation dans la semaine, dans une semaine après, jusqu'à 4 semaines. C'est ça l'intervalle. Et entre-temps, je pourrais lui demander de prendre sa tension à domicile. Je recommanderai quand même les règles hygiéno-diététiques parce que c'est la base. Et une fois que je le reverrai lors de la deuxième consultation, si je trouve qu'il est toujours hypertendu, eh bien à ce moment-là, je commencerai immédiatement le traitement. Il y a une autre situation. Je suis dans ma consultation, je reçois le patient et je trouve qu'il est hypertendu. Ça peut être un grade 1 d'hypertension artérielle, un grade 2 ou un grade 3. Si mon patient est symptomatique, si mon patient a une atteinte d'organe cible ou s'il a une maladie rénale ou une atteinte cardiaque, c'est un patient à haut risque. Et là, je n'attends pas. Je vais établir les règles hygiéno-diététiques, bien sûr, et je vais débuter immédiatement le traitement. D'accord? Et puis, bien sûr, chaque fois qu'on commence le traitement pour l'hypertension artérielle, la cible, c'est d'arriver à contrôler les chiffres tensionnels, d'arriver aux cibles durant la période des 3 mois. Donc, à 3 mois, je dois avoir contrôlé mes chiffres tensionnels. Vous allez me dire, oui, mais quelles sont les cibles? Alors, il y a eu une grande discussion et bien sûr, il y a une actualisation de ces cibles avec les nouvelles recommandations. Alors, c'est ce qui est en vert, ce que vous voyez ici en vert pour la systolique et la diastolique. Alors, pour la systolique, on doit se situer entre 140 et 120, pas moins. Pas moins, parce qu'à moins de 120, le patient peut avoir différentes complications. Et pour la diastolique, entre 80 et 70, pas moins. Donc, regardons de plus près les cibles tensionnelles. Donc là, je vous ai donné globalement la fourchette, 140-120 pour la systolique, 80-70 pour la diastolique. Regardons ce que disent les recommandations. Et là aussi, c'est de très haut niveau de preuve. Alors, lorsque j'ai un patient qui est entre 18 à 64 ans, ma cible tensionnelle serait de ramener ses chiffres tensionnels à moins 130-80 mm de mercure. Cette cible, c'est la cible la plus utilisée dans différentes situations cliniques. Maintenant, si j'ai un patient qui est âgé, d'abord, ma cible va être de baisser à moins 140-80. Donc là, c'est sage. Je vais baisser à moins 140-80. Et puis, s'il tolère, je vais aller vers la cible optimale, qui est moins 130-80. Donc, c'est comme ça comme on voit les choses. Attention, chez le sujet qui est âgé ou fragile, ça doit être personnalisé, individualisé. Il ne faut absolument pas, comme on l'a montré dans la slide précédente, aller cibler une systolique inférieure à 120 ou une diastolique inférieure à 70. Comme j'ai dit, on va insister sur les règles hygiéno-diététiques. C'est la base et la pierre angulaire de notre traitement. Bien sûr, ces règles hygiéno-diététiques, c'est la réduction pondérale. On sait très bien que le surpoids, que l'obésité font partie du syndrome métabolique, vont être corrélés à l'insulinorésistance et à des complications, plusieurs complications métaboliques. Donc, une alimentation saine, et par alimentation saine, c'est réduire l'apport carné, l'apport en viande, privilégier les fruits et les légumes, réduire la prise de sel à moins de 5 grammes NaCl. C'est quelque chose autour de 2 grammes de sel.
Une activité physique structurée, et là aussi ça a été très discuté, cette activité physique. On parle d'aérobic de 150-300 minutes par semaine ou 75 à 100 minutes par semaine si c'est une activité avec un renforcement musculaire. Et on encourage le renforcement musculaire dans cette activité physique. Bien sûr, l'éviction du tabac et de l'alcool. Avec les nouveaux facteurs qui ont émergé en termes physiopathologiques et qu'on a vu au début, on parle de la gestion du stress, qui est très, très importante parce que le stress est actuellement reconnu comme un facteur de risque d'hypertension artérielle. On parle de méditation, on parle d'éviction du bruit, d'éviction de la pollution atmosphérique et voilà, de s'éloigner de toutes les zones qui sont polluées, qui sont bruyantes pour une meilleure prise en charge, on va dire, et un meilleur contrôle tensionnel. Alors, je reviens vers la question de tout à l'heure. Que pensez-vous du contrôle tensionnel de la patiente? Est-ce que c'est satisfaisant? Eh bien non, au vu des recommandations, j'ai montré les preuves. La patiente ne requiert pas de traitement antihypertenseur, c'est faux. Elle a besoin de traitement antihypertenseur. Le traitement devrait être renforcé, peut-être. Le traitement devrait être absolument. Le traitement devrait être changé. C'est la réponse pour cette question. Maintenant, là, écoutez-moi bien et je m'attends à vos réponses. Vous envisagez de changer ce traitement antihypertenseur parce que on a vu ensemble les recommandations et on n'est pas satisfait de la tension artérielle de notre patiente. Je rappelle qu'elle est sous amlodipine 10 mg par jour et furosémide 40 mg. Alors, que proposez-vous? Changer l'amlodipine par un IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, ou un ARA2, antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2, et arrêter le furosémide. Ça, c'est une première proposition. Ajouter un IEC ou un ARA2 à l'amlodipine et au furosémide, c'est-à-dire je laisse amlodipine furosémide et j'associe un bloqueur du système rénine. Troisième cas de figure, associer un IEC à un ARA2 seul, c'est-à-dire arrêter tout ça, mettre IEC et ARA2. Quatrième proposition, ajouter un bêta-bloquant à l'amlodipine et au furosémide. Cinquième proposition, ajouter un antihypertenseur à action centrale à l'amlodipine ou au furosémide. Sixième proposition, changer le furosémide par un thiazidique ou un thiazidique-like. Ou alors, est-ce que vous avez une autre idée, une autre proposition? Je vous écoute. Ok. Je ne sais pas si docteur Moussa Senoussi, on disait qu'on allait changer le traitement. Du coup, je ne sais pas s'il a une proposition à nous faire. Alors, si quelqu'un a une proposition, on écoute. Oui, oui. Docteur Moussa, je ne sais pas si vous êtes là. Ok, docteur Mohamed. Oui, désolé, j'ai un souci de connexion. Oui, je vous reçois. Ok. Quelle est votre réponse par rapport à la question du professeur? Oui, bon, par rapport au traitement, je pense que furosemide, on va retirer. Et aussi pour l'antihypertenseur, si on peut changer par une bithérapie, une molécule qui associe au moins deux antihypertenseurs, et aussi une correction de la dyslipidémie. Mais là, donc, c'est quelle proposition? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Et puis, vous pouvez même associer différentes propositions. Ça aussi, c'est possible. Et si d'autres collègues ont des avis pour gérer cette patiente? Nous avons docteur Mohamed. Docteur Mohamed, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, docteur Mali. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Donc, moi, je voudrais intervenir par rapport à... Docteur Oui, Malik, je voudrais
Oui, je voudrais Bonjour. intervenir par Vous voulez rapport bien attendre? à l'option D. Euh, ok. Docteur Malik, nous n'arrivons pas bien à vous entendre. Vous pouvez toutefois l'écrire dans la discussion. Je peux le relayer au professeur. En attendant, nous allons prendre l'avis du docteur Mohamed. Allô? Oui, merci. Allô, Je propose bonjour. de changer le furosémide par un diurétique thiazidique et Mhm. de maintenir l'inhibiteur calcique. Donc, la proposition 6. Donc, vous proposez le changement du furosémide par le thiazidique. D'accord. On verra. Je ne répondrai pas tout de suite, mais je vais vous montrer les preuves par rapport à ce qu'on va garder et ce qu'on va laisser. Oui, une autre proposition? S'il y a Euh, une proposition, Docteur hein. Malik, Oui. oui, dans la discussion, nous avons euh, docteur Mohamed, par exemple, qui est beaucoup plus pour la proposition numéro 7, Mhm. et monsieur docteur Alban pour la Mhm. proposition, la première proposition. Mhm. Docteur Augustin rejoint docteur Mohamed pour la proposition 7 également. J'ai vu docteur Augustin, là aussi, IEC ajouter l'IEC à l'amlodipine et enlever furosémide. Donc, ça a été dit. Oui. Donc, la plupart des propositions vont dans le même sens. J'ai le docteur Alban qui dit la proposition numéro 1, changer Oui. l'amlodipine par l'IEC ARA2 et arrêter le furosémide. Donc, toutes ces propositions, d'ailleurs, je remercie les collègues pour leurs propositions. En fait, toutes ces propositions peuvent être fondées. Mais comme nous pratiquons une médecine basée sur des preuves et qui doit être précise, on verra ce que valent ces différentes propositions. Alors, d'abord, en termes de recommandations, quels sont les médicaments qu'on peut prescrire chez nos patients? Il faut dire qu'il y a 5 classes majeures de médicaments antihypertenseurs qui sont reconnus et qui sont admis dans la prise en charge tensionnelle. Il y a les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone qui sont très, très importants. Et on verra pourquoi. Alors, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, l'angiotensine. Il y a les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2. Il y a les bloqueurs des canaux calciques ou inhibiteurs calciques. Il y a les bêta-bloquants, les thiazidiques et les thiazidiques-like. Alors, ces 5 classes majeures sont importantes et ont une place dans le traitement antihypertenseur parce que chacune de ces classes a montré en monothérapie son effet et sur le contrôle tensionnel. Comme ça a été dit par les collègues tout à l'heure, les recommandations actuelles insistent sur le fait qu'on commence d'emblée par une bithérapie, une association faite d'une bithérapie et idéalement en un comprimé, en une association fixe. Alors, vous allez me dire, et qu'en est-il de la monothérapie? Est-ce qu'on l'utilise plus? Eh bien, la monothérapie va avoir des indications qui sont minimes. C'est le cas du patient que vous recevez en consultation qui a une hypertension grade 1 avec un faible risque, qui a faible risque cardiovasculaire. Et puis, la pression artérielle n'est pas très élevée. Elle est inférieure à 150 mm de mercure. Donc, à ce moment-là, peut-être on ne va pas aller avec une bithérapie, c'est trop fort. Une monothérapie peut faire l'affaire. Il y a la situation où on a un patient qui a très haut risque cardiovasculaire. C'est le patient coronarien, c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire établie, mais qui n'est pas réellement hypertendu. Il a une pression artérielle qui est normale haute. Ce sont des indications pour le traitement antihypertenseur, mais en monothérapie. Et puis, on a le sujet âgé, très âgé même, très fragile, qui fait de l'hypertension artérielle. Alors là aussi, on est prudent. On ne peut pas y aller avec un traitement qui est très, très fort. D'accord? Donc, ce qui est recommandé également, c'est que lorsqu'on commence par une bithérapie, si on n'arrive pas à la cible thérapeutique, on va augmenter bien sûr les doses des 2 médicaments qui sont associés. Et puis, si on n'arrive toujours pas à la cible, on va ajouter un 3e médicament. C'est-à-dire, si au début, on a mis par exemple un bloqueur du système rénine avec un diurétique, thiazidique, ou un thiazidique-like, on va ajouter un inhibiteur calcique.
et vice-versa. C'est-à-dire, si on a commencé par un bloqueur du système rénine avec un inhibiteur calcique et que ça n'a pas marché, on n'est pas arrivé aux cibles, eh bien, le troisième qu'on va ajouter va être un thiazidique. Voilà, c'est ça comment est-ce qu'on raisonne en termes de prescription du traitement antihypertenseur. Voilà, c'est marqué ici. La pierre angulaire, c'est le blocage du système rénine, que ce soit par un IEC ou un ARA2. Et on verra plus loin dans la présentation, est-ce que c'est plus un IEC ou un ARA2 et quelle est l'indication de chacun de ces médicaments. Par la suite, on peut y associer un diurétique. Toujours lorsque je dis diurétique, vous avez tous eu raison en disant que le diurétique dont on parle, ce n'est définitivement pas le furosémide. Le furosémide, c'est pour passer un cap, il a des indications particulières, notamment la surcharge. C'est surtout le thiazidique ou le thiazidique-like. Si ça ne marche pas, c'est le bloqueur du système rénine. Et si avec tout ça, ça ne marche pas, on peut considérer un bêta-bloquant. Bien sûr, on préfère prescrire le matin, une seule fois, le matin pour augmenter l'adhérence. Et donc, on verra également l'évidence par rapport au moment de la prise. Et on préfère que ce soit une association fixe. Idéalement, que ce soit la bithérapie ou la trithérapie, on va préférer un seul comprimé. C'est pour augmenter l'adhérence du patient. Qu'en est-il du patient diabétique? Et là, on a vu que ces patients hypertendus qui vont être le plus, qui sont à haut risque, à très haut risque cardiovasculaire, qui sont les plus difficiles à gérer, comme c'est le cas de notre patient dans le cas clinique, eh bien, la plupart du temps, sont diabétiques. Alors, le diabétique a un risque important. C'est le fait de ne pas baisser sa tension artérielle le soir. Donc ça, c'est un profil très particulier et difficile également à gérer. C'est ce qu'on appelle les non-dippers. Non-dipping, c'est-à-dire il va augmenter la pression artérielle le soir. Alors, le patient diabétique, on recommande chez lui un monitoring à domicile ou par une MAPA, la mesure ambulatoire des 24 heures. Alors, lorsqu'on a un patient diabétique de type 2 notamment qui fait de l'hypertension artérielle, on débute immédiatement les règles hygiéno-diététiques et puis le traitement est recommandé là aussi parce que ce sont des patients à haut risque. Et dès qu'on a des chiffres tensionnels avec une systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et une diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Chez ces patients-là, on va cibler des chiffres inférieurs à 130, 80 mm de mercure. Et puis, c'est vrai qu'on va commencer par le blocage du système rénine, c'est très très important parce que c'est à la fois, ça a une action sur le contrôle tensionnel, mais c'est également des médicaments très importants parce qu'ils sont cardioprotecteurs, parce qu'ils sont également néphroprotecteurs et ça c'est très important. On va ajouter un diurétique bien sûr ou un bloqueur des canaux calciques, inhibiteur calcique. Et puis maintenant, on a de nouveaux médicaments qu'on verra par la suite plus en détail. On a les inhibiteurs de SGLT2 qui ont une place prépondérante dans le diabète de type 2 parce que là aussi, ils vont agir sur la tension artérielle, même si c'est de cette façon mineure. Ils vont agir de façon, ils sont néphroprotecteurs et ils agissent également sur l'équilibre glycémique. On a les antagonistes des minéralocorticoïdes avec de nouveaux médicaments tels le finérenone également qui ont fait leur apparition dans les recommandations. Et puis d'autres médicaments qui sont nouveaux, qui sont émergents et qui font partie de cette prise en charge thérapeutique. Mais pour comprendre quel est le médicament idéal chez ces patients à haut risque cardiovasculaire, hypertendus, diabétiques, souvent cardiopathes, regardons ensemble cette slide qui illustre la physiopathologie de l'HTA dans le diabète. Alors, dans le diabète de type 2, il y a un emballement, une hyperstimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone avec, bien entendu, des conséquences pro-inflammatoires, la sécrétion de cytokines telles l'interleukine 1, l'interleukine 2 et le TNF-alpha. Alors, vous le savez bien, l'angiotensinogène sous l'action de la rénine va entraîner la production de l'angiotensine 1 qui, sous l'action de l'enzyme de conversion, donnera l'angiotensine 2. Et l'angiotensine 2 est au cœur de toutes les complications, on va dire, de l'hypertension, du diabète
chez les patients puisque elle va agir en activant le système sympathique. Elle est très vasoconstrictrice. Elle agit en sécrétant l'aldostérone, en augmentant la sécrétion de la vasopressie. Et surtout, la réabsorption du sodium et du chlore. On sait très bien que l'aldostérone réabsorbe le sodium au niveau du tube collecteur, canal collecteur plutôt, avec une excrétion de potassium et une rétention hydrosodée. Donc, chez ces patients, très souvent, lorsque vous les voyez à l'hôpital, dans votre pratique, ils sont très difficiles à gérer parce que très souvent, il va y avoir une rétention hydrosodée parce que tous ces mécanismes physiopathologiques vont concourir à une rétention hydrosodée, à l'augmentation de la volémie, à l'augmentation de la perfusion juxtaglomérulaire qui est néfaste pour le rein et bien entendu à l'augmentation de la pression artérielle qui va être très difficile à contrôler et à gérer. Donc, à partir de cela, il y a une rétention hydrosodée, donc le diurétique s'impose. Et à partir, là aussi, de cette physiopathologie, vous voyez tout l'intérêt de bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est agir sur cette angiotensine 2. Donc, le traitement chez un patient hypertendu diabétique doit absolument comporter un blocage du système rénine IEC ou ARA2, auquel on va associer dans un premier temps un diurétique, et on verra que le diurétique doit être un diurétique thiazidique. On verra pourquoi, thiazidique ou thiazidique-like. Par la suite, qu'on pourra associer un bloqueur des canaux calciques, un inhibiteur calcique. Je parle bien entendu de ce profil de patient. Alors, j'arrive à la place des diurétiques thiazidiques. Pourquoi chez la dame ou la patiente du cas clinique, on a parlé des diurétiques thiazidiques? Alors, parce que les thiazidiques jouent un rôle très important pour l'élimination du sodium. Et bien sûr, on sait que l'eau suit le sel, donc lorsqu'on élimine le sodium, lorsqu'on est natriurétique, eh bien, on va réduire la rétention hydrosodée. Que fait le thiazidique? Il agit en distalité au niveau du tube contourné distal et il va bloquer une pompe qui est très importante, c'est la sodium-chlore. Donc, c'est un cotransporteur sodium-chlore. Une fois qu'il va être bloqué, il va y avoir une baisse, bien entendu, une augmentation faite de la natriurèse et une baisse de la rétention hydrosodée. Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on va donner un thiazidique type, par exemple l'hydrochlorothiazide que vous connaissez tous, ou plutôt ces médicaments qui sont dits thiazidiques-like, par exemple l'indapamide? Eh bien, que disent les preuves? L'hydrochlorothiazide va avoir un pic de concentration à 2 heures et une demi-vie de 6h30 jusqu'à 9 heures. C'est comme ça comment agit l'hydrochlorothiazide. D'un autre côté, le thiazidique-like va avoir une demi-vie qui est beaucoup plus longue. C'est à peu près 42 heures. Et bien entendu, en termes de complications, en termes d'effets secondaires, ça va être pratiquement pareil parce que ce qu'on redoute lorsqu'on donne un thiazidique et qu'on ne contrôle pas le patient, qu'on ne monitore pas, qu'il n'y a pas de suivi qui est correct, ce qu'on redoute, c'est l'hypocalémie, l'hyponatrémie. Bien sûr, l'action sur le glucose et le cholestérol, elle va être neutre pour ce qui est des thiazidiques-like. Donc, au vu de tout cela, les thiazidiques-like vont être un petit peu plus efficaces que le thiazidique classique. Il y a une notion qui est très importante que je dois dire, c'est que le thiazidique est bon. C'est un bon médicament, il agit au niveau distal, il nous permet de contrôler les chiffres tensionnels, mais il va perdre en efficacité dès que le débit de filtration glomérulaire va être inférieur à 30 millilitres par minute. Pourquoi? Parce que tout simplement, la filtration glomérulaire baisse et donc, et puis il y a une accumulation d'acide organique au niveau de la chambre urinaire. Ajouter à cela la protéinurie qui peut exister chez le patient. Et donc, le traitement, ce thiazidique, ne va pas arriver à la cible, c'est-à-dire bloquer la pompe sodium-chlore, vu le faible débit de filtration glomérulaire. Donc, une fois que mon patient va avoir un débit de filtration inférieur à 30, à ce moment-là, comme je sais que le thiazidique ne marche plus,
eh bien, on va plus, en cas de besoin, s'il y a de la rétention, on va considérer à ce moment-là, on peut considérer le furosémide. D'ailleurs, c'est le cas chez les patients qui ont une insuffisance rénale avancée. Lorsqu'ils sont en surcharge, les néphrologues prescrivent le furosémide. Ici, c'est un tableau qui compare le thiazidique classique, l'hydrochlorothiazide, avec le thiazidique-like, chlortalidone et indapamide. On voit que les thiazidiques-like vont baisser, vont avoir une meilleure réponse quant à baisser la stimulation du sympathique. Ils vont avoir une action rénoprotectrice et puis c'est la longue durée d'action, bien sûr, qui est intéressante. Et en termes d'effets secondaires, leur action sur la glycémie et la dyslipidémie va être minime par rapport à l'hydrochlorothiazide. Donc, la réponse à la question tout à l'heure, c'est changer l'amlodipine. Pourquoi changer l'amlodipine? Parce que là, dans la physiopathologie que je vous ai montrée, la priorité n'est pas de bloquer les canaux calciques ou d'entraîner une vasodilatation, mais la priorité, c'est de donner un IEC ou un ARA, de bloquer le système rénine-angiotensine, arrêter le furosémide et puis changer ce furosémide par un thiazidique ou un thiazidique-like. Et surtout, si on a l'occasion, un thiazidique-like ferait mieux l'affaire. D'ailleurs, il y a ici un ensemble d'essais cliniques de morbimortalité, IVET, Advance, Progress, qui sont très connus, et qui ont trouvé que lorsqu'on compare, on a le perindopril avec l'indapamide, c'est-à-dire un IEC avec un thiazidique-like versus IEC plus placebo. Eh bien, lorsqu'on ajoute l'indapamide, qui est un thiazidique-like, il y a des résultats qui sont très importants dans la baisse de la mortalité toute cause, de la mortalité cardiovasculaire et de l'AVC fatal. Donc ça, c'est très, très parlant et ce sont des essais cliniques qui sont robustes. Maintenant, regardons dans la stratégie thérapeutique. Comme j'ai dit, on va commencer dans un premier temps en bloquant le système rénine par un IEC ou un ARA2 auquel on va associer un diurétique thiazidique ou un inhibiteur calcique. Et à ce stade-là, on aura déjà contrôlé plus de 60% des cas. Si ça ne marche pas, c'est la trithérapie, comme j'ai dit, on va ajouter le médicament qui n'a pas été donné au départ. Et avec ça, on aura contrôlé 90% des patients. Maintenant, arrivé au stade 3, c'est-à-dire 5% des patients qui sont concernés par cela, c'est ce qu'on appelle l'hypertension résistante, c'est-à-dire un patient qui reçoit 3 médicaments et on n'arrive pas à contrôler la pression artérielle alors que ces 3 médicaments comportent un diurétique. Alors là, il faut considérer des milieux spécialisés, notamment le milieu néphrologique, pour comprendre pourquoi ces patients ne répondent pas à au sans obtenir de contrôle tensionnel, une fois qu'on a ajouté une trithérapie, donc là, la trithérapie, c'est perindopril, indapamide, amlodipine, c'est-à-dire IEC, thiazide-like et inhibiteur calcique. Alors, la trithérapie, elle a permis, bien entendu, de contrôler effectivement la pression artérielle dans la plupart des cas qui n'étaient pas contrôlés auparavant par mono ou bithérapie. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est bien inhibiteur calcique. Alors, on va regarder, donc, c'est-à-dire la suite de la prise en charge dépendra du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire de l'état rénal du patient. Si mon patient a une maladie rénale chronique du stade 1 jusqu'au stade 3, c'est-à-dire que son débit de filtration glomérulaire est supérieur à 30 millilitres par minute, je pourrais ajouter un spironolactone ou un autre antagoniste des récepteurs minéralo. Donc, ou alors, on pourrait passer à un bêta-bloquant ou un alpha-bloquant. Ou en troisième lieu, ce n'est qu'en troisième lieu, penser à ajouter un agent à action centrale. Dans
l'autre côté, c'est-à-dire si mon patient a une maladie rénale stade 4 ou 5, mondialisée, avec un débit de filtration inférieur à 30, eh bien, on pourrait préférer la chlorthalidone. La chlorthalidone, c'est un diurétique, c'est un thiazidique-like, mais qui conserve une action même lorsque le débit de filtration est inférieur à 30. Dans un deuxième lieu, le bêta-bloquant ou l'alpha-1 bloquant ou un inhibiteur à action centrale. Si, par exemple, mon patient a une fonction rénale qui est avec un débit de filtration supérieur à 30 et je n'ai toujours pas obtenu de bons résultats, je ne suis pas à la cible tensionnelle, eh bien, la dernière chose à faire serait de considérer une dénervation rénale. Mais pour cela, il faudrait un débit de filtration glomérulaire qui soit supérieur à 40 millilitres par minute. Donc ça, ce sont les recommandations. Une question qui se pose très souvent, à la fois par les patients et les praticiens, c'est-à-dire à quel moment il serait idéal de donner les médicaments. Vous savez que pendant très longtemps, on a donné les médicaments le soir en se disant que ce qu'on redoute, c'est plus les pics tensionnels du petit matin qui peuvent donner des AVC, et donc on préfère que ce pic tensionnel soit couvert. Et donc, ça nous a encouragé à donner les médicaments le soir. Et puis, il y a eu cette grande étude anglaise, l'étude Time, qui a inclus 21 000 participants qui étaient randomisés pour prendre le médicament antihypertenseur soit le matin, soit le soir. La moyenne d'âge était de 65 ans, 58% d'hommes, médiane de suivi 5 ans, 5,2 ans. Et là, les résultats étaient très intéressants. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que lorsqu'on donne le médicament le soir, la non-adhérence est plus élevée. Il n'y a pas de signification, il n'y a pas de différence significative majeure en termes d'hospitalisation, d'événements cardiovasculaires ou de décès cardiovasculaires, que ce soit le matin ou le soir, il n'y a pas de différence réellement significative. Maintenant, lorsqu'on donne le matin, il y a une meilleure adhérence et donc de meilleurs résultats. Surtout que maintenant, on a à disposition des médicaments qui ont une demi-vie qui est plus importante et qui couvrent le nictémère, notamment avec les médicaments qui couvrent le nictémère. Donc, en se basant sur l'étude Time, qui est une étude très robuste, les patients, c'est vrai qu'ils ont le choix, mais les recommandations, les guidelines recommandent une prise du médicament le matin pour augmenter cette adhérence thérapeutique. Après, vous savez, lorsqu'un patient ne répond pas au traitement, on considère toujours une HTA secondaire. On se dit, attention, mais peut-être qu'il y a une HTA secondaire, qu'il y a une cause secondaire qui devrait être gérée, traitée pour obtenir un bon résultat. Et là, je vous ai présenté les situations qui peuvent nous orienter vers une hypertension artérielle secondaire. C'est l'apparition précoce d'une hypertension artérielle de grade 2 ou 3 à un âge jeune, avant l'âge de 40 ans, ou l'apparition soudaine d'une HTA ou d'une aggravation rapide de la pression artérielle chez un sujet âgé. Les formes d'HTA résistantes, là, nous orientent vers l'HTA secondaire. Une hypertension artérielle avec un point d'appel clinique. Hypertension artérielle avec une atteinte disproportionnée des organes cibles. Enfin, plus avoir, par exemple, une atteinte rénale. Donc là, attention, peut-être que c'est l'origine rénale. L'hypertension artérielle qui est d'emblée sévère, qui devient brutalement sévère, avec notamment des urgences hypertensives. Attention, peut-être qu'on est dans l'HTA secondaire. La recherche de signes qui orientent vers une cause des HTA secondaires, par exemple antécédents de maladies rénales, urinaires, HTA rénovasculaire. Il y a la consommation de drogue, la toxicomanie, les thérapies concomitantes telles que les corticoïdes, le vasoconstricteur nasal, chimiothérapie, la réglisse, tout ça, ce sont des produits qui sont hypertenseurs. L'hyperaldostéronisme, donc là, c'est quelque chose à rechercher également. Rechercher des antécédents d'hypocalémie spontanée ou provoqués par les diurétiques, des épisodes de faiblesse musculaire et de tétanie. À l'examen clinique, la présence d'un souffle lombaire, ça permet de nous orienter vers une sténose artérielle rénale. Donc là aussi, c'est une cause d'HTA secondaire. La recherche de phéochromocytome, c'est le patient qui va avoir des maux de tête, des sueurs, anxiété ou palpitations. La présence de taches cutanées caféolées nous renvoie vers la neurofibromateuse, qui peut être une cause d'HTA secondaire.
les symptômes ou les signes qui sont évocateurs d'une maladie thyroïdienne ou d'une hyperparathyroïdie. Parce que les dysthyroïdies et les hyperparathyroïdies peuvent être également des causes d'HTA secondaires. Lorsqu'on fait l'examen, on compare le pouls radial avec le fémoral et la tension artérielle entre les membres supérieurs et inférieurs pour détecter une différence radiofémorale qu'on retrouve dans la coarctation de l'aorte. Il y a des fois chez les patients des signes qui vont évoquer un syndrome de Cushing ou une acromégalie, qui sont des causes reconnues d'HTA secondaire. Et puis la grossesse en cours, il y a des HTA gravidiques. Ça aussi, c'est des HTA secondaires. L'utilisation de contraceptifs oraux peut également entraîner une HTA secondaire. Les antécédents d'apnée du sommeil, on sait très bien que l'apnée du sommeil, c'est également une cause d'HTA secondaire. Donc là, c'est globalement les situations qui nous orientent vers l'HTA secondaire, mais gardez tout de même à l'esprit que lorsqu'on parle d'HTA secondaire, la majeure partie des causes va être due aux maladies rénales, qu'elles soient parenchymateuses ou rénovasculaires. C'est ce qui occupe la majeure partie de ces HTA secondaires. Donc, il ne faut pas passer à côté de cela. Voyons voir maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on se pose la question, et là, les étudiants posent la question, est-ce que je donne plutôt un IEC ou un ARA2? Est-ce que c'est la même chose? Alors, la question est pour vous, qu'en pensez-vous? Les IEC et les ARA2 ont des effets différents sur le système rénine-angiotensine. Vrai, faux, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Ok, bon, docteur Mohamed, vous avez la parole. Donc, je dirais que les IEC et les ARA2 ont des effets différents sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Les D'accord. IEC vont. Est-ce qu'il y a Merci pour votre réponse, docteur Mohamedou. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Pour le moment, nous n'avons plus d'autres mains levées. Très bien. Donc, on continue. Donc là, c'est la question. On va voir la réponse. Déjà, donc là, on a colligé les grands essais cliniques qui étaient réalisés sur la mortalité toutes causes confondues. Ce sont des essais sur l'hypertension artérielle. Donc, certains essais ont été faits par les IEC et d'autres par les ARA2. Ce qui est en rouge sont les IEC, les autres, c'est les ARA2. Ce qu'on voit ici, sur le critère d'évaluation principal de l'essai, qui est la mortalité toute cause, la plupart des essais réalisés par les IEC montrent qu'il y a un effet significatif sur la mortalité, sauf l'essai OLHAT. Par contre, les essais faits avec les ARA2, pour la plupart, ils ne montrent pas d'effet significatif sur la mortalité, sauf Life, IDNT, KSG et SCOPE. Ça, c'est un constat. Dans cette slide, vous avez 20 grands essais et le nombre total des patients inclus dans ces essais, c'est 158 998. Regardons cette méta-analyse qui va comparer les effets des IEC et les ARA2 sur des critères d'évaluation clinique. Ce qui est en bleu, ce sont les ARA2, ce qui est en rouge, ce sont les IEC. Alors, en termes d'infarctus du myocarde, l'IEC fait mieux de manière significative. En termes d'AVC, l'IEC fait mieux. En termes de décès, toutes causes confondues, de nouvelles apparitions d'insuffisance cardiaque ou nouvelle apparition du diabète, eh bien, l'IEC fait mieux. En termes de critères de décès cardiovasculaires, il y a également une supériorité de l'IEC, même si ce n'est pas significatif. Ça n'a pas atteint la significativité statistique. Donc là, ce sont des faits, des essais cliniques. Autre chose, lorsqu'on regarde, bien entendu, et de par leur mécanisme d'action, les ARA2 induisent une augmentation, bien sûr, des taux plasmatiques de l'angiotensine 2. Et c'est logique, puisqu'elles bloquent le récepteur de l'angiotensine 2, contrairement aux IEC. Et on connaît très, très bien les effets de l'angiotensine 2, surtout lorsqu'ils s'accumulent. Une autre notion qu'il faut garder à l'esprit concernant le système rénine-angiotensine, ce que vous savez très bien, que l'enzyme de conversion va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2 qui agit au niveau du récepteur AT1. Et ce récepteur AT1, il est néfaste. Il est à la fois responsable de vasoconstriction, d'hypertrophie, fibrose, inflammation, prolifération. Heureusement, le bon Dieu fait bien les choses. Lorsque
il y a cette enzyme de conversion qui transforme l'angiotensine en angiotensine 2, mais il y a également une autre voie. C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'est une deuxième, c'est ce qu'on appelle la deuxième enzyme de conversion qui, elle, va transformer l'angiotensine 2 en angiotensine 1 à 7, qui, lui, va agir et stimuler un récepteur très particulier, ce qu'on appelle le récepteur MAS, qui est responsable de vasodilatation, de protection vasculaire, qui a un effet antifibrotique, anti-inflammatoire et antiprolifératif. Maintenant, j'ai une question pour vous. On connaît très bien les effets bénéfiques de la bradykinin. Est-ce que vous pensez que les IEC et les ARA2 agissent différemment sur le métabolisme de la bradykinin? Vrai, faux, je ne sais pas. À vous la parole. Ok, docteur Mohamed, nous vous écoutons. Docteur, vous avez... Oui, Ok. c'est vrai. C'est vrai? Ok, Dans quel oui. sens? Dans quel sens? Qui fait mieux pour la bradykinin? ARA2 ou IEC? Docteur Mohamed, pourriez-vous mieux expliquer votre réponse? Donc, l'IEC fait mieux Mhm. que la radio sur le métabolisme de la bradykinin. D'accord, très bien, on va voir cela. On va voir l'évidence. C'est très bien que la Exactement. kallicréine va transformer les kininogènes en bradykinin. En bradykinin, Maintenant, oui. en présence de l'enzyme de conversion, cette bradykinin va être dégradée en fragments inactifs. Oui. Or, on sait Et très bien, c'est ce que l'IEC bloque, en fait. justement. Alors, la bradykinin, elle a un effet qui est positif, en agissant, bien sûr, en se liant à son récepteur au niveau endothélial. Elle va favoriser la vasodilatation, la perméabilité, une perméabilité de la barrière endothéliale et les natriurétiques et va favoriser la diurèse. Maintenant, les IEC bloquent cette dégradation en fragments inactifs et augmentent ainsi les concentrations plasmatiques et tissulaires de la bradykinin. Ceci dit, les ARA2 n'ont aucun effet sur la voie de la bradykinin. Donc, il ne va pas y avoir cet effet qui est intéressant. Une autre question. Les ARA2 sont supérieurs aux IEC pour la mortalité toute cause confondue et les résultats cardiovasculaires chez le diabétique de type 2. Qu'en pensez-vous? Vrai, faux, Euh, je ne sais pas. Docteur Malik, vous avez la parole. Oui, C'est fou. Docteur Malik, oui. Docteur Malik? peut-être que Docteur Malik a un petit problème de connexion. Si, Nous donc allons, oui, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main? nous avons Docteur Abdel Aziz. Oui. Vous pouvez prendre la parole, Docteur Abdel Aziz. Ok, C'est fou. merci professeur. Oui, Je pense, Oui. à mon niveau, je pense que les UEC auront un effet supérieur sur la mortalité. mhm. Au regard même de, il y a une slide que vous avez euh, mis où on parlait des facteurs de risque cardiovasculaire, de l'infarctus du myocarde. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses, c'est vrai. Et puis, je vois que vous êtes très attentif. C'est une bonne chose. Alors, Nous regarde, avons. oui, on continue. Ok, d'accord. Alors, regardons ensemble cette présentation clinique. Et là, on verra pour la mortalité, on verra comment gérer ce patient et d'autres variantes de ce cas clinique. Alors ici, on a un homme de 58 ans, n'a pas de coronaropathie connue. Il est diabétique de type 2, diagnostiqué il y a 4 ans, traité par metformine, hypertension artérielle de grade 2, fumeur, 10 à 15 cigarettes par jour et sédentaire. Vous voyez qu'il est un petit peu en surpoids. Regardons ces analyses biologiques. Le taux de cholestérol total, c'est 2,6 grammes par litre. Taux de cholestérol LDL 1,7 grammes par litre, donc c'est élevé. L'HDL 0,4 grammes par litre. Triglycérides 1,8 grammes par litre. Glycémie à jeun 1,3 grammes par litre. Hémoglobine glyquée à 7,8%.
Taux de créatine sérique, il est à 13 mg par litre et il a une microalbuminurie à 267 mg par 24 heures. Donc, vous voyez qu'il y a une dyslipidémie. Le cholestérol LDL n'est pas du tout cible, on est loin de cela. L'hémoglobine glyquée est à 7,5. Donc là, vraiment, c'est un peu élevé. 7,8. Donc, il tend vers le 8. C'est un peu élevé. Le taux de créatine sérique, donc il y a une élévation de la créatinine. Et puis, il y a une microalbuminurie qui traduit non seulement une souffrance rénale, mais une souffrance vasculaire et un haut risque cardiovasculaire. Donc, vous savez que les patients diabétiques ont un risque accru de maladies cardiovasculaires, comme on l'a tellement comme on l'a dit. La présence d'un diabète double le risque de survenue d'un large éventail de complications cardiovasculaires et la maladie cardiovasculaire affecte 32% de toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 et puis la maladie cardiovasculaire représente 50% du nombre total de décès parmi les personnes diabétiques. Ceci étant dit, regardons une méta-analyse qui comporte 35 études. On a 32 827 patients traités par IEC, 23 867 patients par ARA2. Ce sont de très, très grandes études qui ont étudié la mortalité, toutes causes confondues, sur les décès pour causes cardiovasculaires et sur les événements cardiovasculaires chez le patient diabétique. Alors, regardons ça ensemble. On a d'un côté les études faites avec les IEC, d'un autre, ceux qui sont faits avec les ARA2. Donc là, ce sont des preuves. Alors, les IEC ont entraîné une baisse de la mortalité, toutes causes confondues, la mortalité cardiovasculaire et du nombre d'événements cardiovasculaires majeurs chez les patients atteints de diabète de type 2, tandis que les ARA2 n'ont pas vraiment eu d'effet bénéfique sur ces résultats. Alors, sur cela, une question se pose. Est-ce que les ARA2 sont supérieurs pour la prévention de la maladie rénale chronique chez ces patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé? Qu'en pensez-vous? On a résolu la question, on a répondu à la question la supériorité de l'IEC en termes de mortalité toute cause et mortalité cardiovasculaire. Maintenant, je pose la question, est-ce que l'ARA2 est supérieur ou alors est-ce que c'est l'IEC qui est supérieur pour la maladie rénale? Qu'en pensez-vous? Ok, docteur Mohamed. Dans la maladie rénale, qui fait mieux, IEC ou ARA2? Ok, docteur Malik, vous avez la parole. Donc, ok. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, Bonsoir, docteur Malik. ouais, donc, par rapport à la question, donc moi, je peux dire que la question est les ARA-D sont supérieurs aux IEC pour la prévention d'une maladie rénale chronique chez les patients diabétiques qui présentent un risque B, elle est fausse. Donc, les deux classes de médicaments, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 sont considérés comme équivalents en termes d'efficacité pour la prévention de la maladie rénale chronique chez les patients diabétiques. Donc, il n'a pas été démontré que les ARA-D sont supérieurs aux IEC dans cette indication. Merci. Très bien, très bien. C'est vrai qu'il n'a pas été démontré. On verra bien entendu, chaque fois que je vous avance un fait, il y a des preuves derrière. C'est vrai que les ARA2 ne sont pas supérieurs, mais ils font bien aussi. Ils ont une indication et ils sont bien dans la maladie rénale. D'ailleurs, on fera par la suite le résumé de qui fait quoi et comment. Alors, dans une revue systématique de la base de données Cochrane pour les médicaments qui sont utilisés pour la prévention des maladies rénales chez les patients diabétiques, il s'est avéré que 60% des patients atteints de diabète de type 2 sont affectés par l'HTA, bien sûr, et ont des besoins en antihypertenseurs. Et on sait très bien que les médicaments antihypertenseurs vont aider à prévenir l'apparition de maladies rénales, que le diabétique de type 2 soit avec une pression artérielle normale ou à pression artérielle élevée. Et puis jusqu'à 40% des patients qui sont atteints de maladies rénales diabétiques vont évoluer vers le stade terminal de la maladie rénale. Et fait intéressant, c'est que
ces patients ont plus de risques de décéder de maladies cardiaques avant d'atteindre le stade terminal de la maladie rénale. Regardons pour répondre à la question, qui fait mieux? Est-ce que c'est l'IEC ou la RADE? Alors l'IEC, il va prévenir l'apparition d'une maladie rénale d'apparition récente, la mortalité toute cause, ça on l'a vu, et bien sûr, il va agir sur la pression artérielle. Maintenant, il a un inconvénient majeur ou un effet secondaire qui est de taille et qui va être vu chez 3 à 5% des patients, c'est la toux. Il y a des patients qui ne le tolèrent pas et ça, vous le voyez dans votre pratique clinique. Arrivés aux ARA2, eh bien, ils ont une action sur la pression artérielle. Ils ne donnent pas de toux comme effet indésirable, ils sont mieux tolérés. Et puis, dans la maladie rénale d'apparition récente, eh bien, ils vont avoir une action, même si ça n'atteint pas le niveau de significativité statistique, elle est vraiment très importante en termes de résultats. Donc, retournons chez notre patient. Qu'est-ce qui a été prévu chez notre patient au vu de tous ces troubles et les problèmes qu'il présente? C'est d'abord le changement des habitudes de vie. Donc, on lui propose d'arrêter le tabac, de perdre du poids, de faire une activité physique, d'améliorer, de changer son régime alimentaire par un régime à faible teneur en calories, en glucides et en graisses. Et puis, le traitement antihypertenseur de première intention, c'est le perindopril, c'est-à-dire un IEC, avec de l'indapamide. Pourquoi? Parce qu'il a haut risque cardiovasculaire et qu'on redoute la mortalité cardiovasculaire. Les autres traitements, c'est la metformine, qu'on va augmenter à 1000 mg par jour et on va donner la metformine et la garder parce que la fonction rénale le permet. On va commencer un inhibiteur de SGLT2, l'empagliflozine, à 10 mg par jour. La rosuvastatine à 40 mg par jour. Bien sûr, au vu de son risque cardiovasculaire, c'est l'aspirine 75 mg par jour, voire même le clopidogrel si ce patient a fait un épisode coronarien. Maintenant, voici des considérations pratiques à propos du débit de filtration glomérulaire et des taux de potassium. Vous savez, lorsqu'on veut prescrire un bloqueur du système rénine-angiotensine, se pose la question à quel niveau de DFG on peut l'administrer sans danger. Eh bien, actuellement, la question est tranchée. On peut le donner à tout niveau de débit de filtration glomérulaire parce qu'il est à la fois néphroprotecteur et cardioprotecteur. Donc, c'est très important. Après, qu'en est-il du potassium? Est-ce qu'on doit avoir peur de l'hypercalémie? Eh bien non, mais il faudrait monitorer cette hypercalémie. À quelle fréquence on va contrôler le débit de filtration glomérulaire et le taux de potassium chez les patients atteints de maladie rénale chronique, notamment lorsqu'on prescrit ces médicaments qui sont pourvoyeurs d'hypercalémie? Bien sûr, je parle des bloqueurs du système rénine. Eh bien, on a une règle toute simple. Un DFG à 60 ml par minute, on va voir le patient tous les 6 mois. Pour un DFG à 30, tous les 3 mois. Donc, en général, on divise par 10. Moyennant, bien sûr, un contrôle attentif, la plupart des patients atteints d'une maladie rénale chronique au stade avancé peuvent continuer de prendre l'IEC ou les ARA2. Un mot sur les inhibiteurs de SGLT2. Vous savez que ces nouveaux médicaments, c'est quelque part la panacée. Ils ont beaucoup d'effets bénéfiques. En fait, ils vont bloquer le cotransporteur sodium-glucose au niveau du tube proximal. Et avec cet effet, ils sont natriurétiques. C'est-à-dire que quelque part, on peut même les assimiler à une sorte de diurétique du tube proximal. Et donc, en bloquant ce cotransporteur, ils sont natriurétiques et augmentent l'élimination du glucose, donc améliorent le contrôle glycémique, même si cette amélioration est modeste en comparaison avec d'autres antidiabétiques. Ils vont également entraîner une perte de poids et ont un effet antihypertenseur et ils sont cardioprotecteurs et néphroprotecteurs. Donc, c'est très intéressant comme médicament. Il y a une autre nouvelle classe qui a fait son apparition. Ce sont les glucagon-like peptides 1. C'est les GLP-1 récepteurs agonistes. Les récepteurs agonistes. Alors là, c'est des médicaments qui sont très intéressants. C'est vrai qu'ils vont réduire l'hémoglobine glyquée de 0,5% jusqu'à 1,5%. Très intéressant. Il y a le Victoza qui est donné quotidiennement et puis le dulaglutide Trulicity qui est donné une fois par semaine. Là aussi, ils ont un effet néphroprotecteur et puis ils sont plus connus chez les non-patients, je vais dire, notamment chez les célébrités parce qu'ils baissent le poids. Ça permet de baisser le poids. Donc ça, c'est un usage accessoire qui est utilisé et pour lesquels ils sont connus de la population générale. En conclusion, si on veut conclure avec tout ce qu'on a vu,
L'IEC et les ARA2, avec ces médicaments qui sont très importants dans la gestion du traitement de l'hypertension artérielle chez le sujet à haut risque cardiovasculaire, ils sont pareils en termes de contrôle tensionnel et de néphroprotection. Donc, on peut les donner de façon pareille. Maintenant, l'IEC va avoir une supériorité avérée chez le sujet à haut risque cardiovasculaire en termes de cardioprotection, en termes de mortalité cardiovasculaire. Et de la même manière, lorsqu'on compare les thiazidiques-like aux thiazidiques classiques, les thiazidiques-like vont avoir une meilleure efficacité parce qu'ils ont une demi-vie qui est beaucoup plus importante et des effets qui sont intéressants pour la néphroprotection. Et mon message à la fin, c'est personnaliser et individualiser la prise en charge de votre patient à haut risque, hypertendu, à haut risque cardiovasculaire, et notamment les diabétiques et les patients cardiopathes et néphropathes. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour cette magnifique présentation, à la fois riche et d'une grande qualité pédagogique. Nous allons à présent entamer la phase dédiée aux questions-réponses. Voici comment nous allons procéder. Lorsque vous souhaiterez intervenir, je vous inviterai à lever la main virtuelle. Une fois la parole accordée, merci de bien vouloir vous présenter brièvement avant d'exposer votre question ou remarque. Enfin, je vous serai reconnaissant de baisser votre main à la fin de votre intervention. Donc, professeur, nous avons quelques préoccupations dans la discussion. Oui. Je pense que vous avez déjà répondu à la première question qui vient de Dr. Zakariaou. Selon vous, concernant la prise des hypertenseurs, des antihypertenseurs, est-ce qu'il est préférable de les prendre le matin ou les soirs ou bien on laisse le choix aux patients pour une bonne observance? Alors, pour répondre à la question, on a des preuves. On a l'étude Time, qui est un essai clinique qui est très puissant, très robuste, qui a tranché cette question. En fait, on laisse le choix aux patients, c'est toujours une bonne chose, mais si on veut une meilleure adhérence, l'essai Time a montré que la prise du traitement antihypertenseur le matin va être plus corrélée à l'adhérence et va donner de meilleurs résultats. Voilà. Okay. Merci, professeur, pour votre réponse. Ensuite, la deuxième préoccupation, est-ce la même stratégie de prise en charge pour l'hypertension artérielle avec diastolique isolée? Et est-ce qu'il y a une préférence dans le choix des hypertenseurs chez les sujets de race noire? Alors, très intéressant. Bien sûr, comme j'ai dit, mon message clé, c'est de personnaliser le traitement, d'individualiser. Lorsque je dis de personnaliser, c'est-à-dire en fonction de chaque patient. Et là, c'est bien de soulever le fait des différences ethniques. C'est vrai que pour les patients qui sont pour les patients noirs, il y a une rétention hydrosodée qui est sensiblement plus importante que le patient caucasien. Et donc, au vu de cette rétention de sel qui est plus importante, les diurétiques ont une place qui est préférable dans la gestion de ces patients. La même chose, on la retrouve chez le sujet diabétique. Là aussi, je vous ai montré tout le mécanisme physiopathologique. Derrière, c'est la rétention hydrosodée. Dans ce cas aussi, on va préférer les diurétiques. Il y a également les sujets âgés. Alors, les sujets âgés vont également avoir cette rétention. Donc, dans ces situations-là, on va bien entendu préférer l'usage d'un diurétique. D'accord? Il y a d'autres situations, peut-être le patient va avoir des troubles de rythme. Il a un problème cardiaque particulier, notamment un syndrome coronarien. C'est un patient qui a un antécédent de syndrome coronarien, qui a une fibrillation atriale, par exemple. Dans ce cas, les bêta-bloquants vont être préférés. Le patient qui est néphropathe, qui est cardiopathe, hypertendu, qui est diabétique, l'IEC et l'ARA2 ne se discutent pas. Ce sont des éléments qu'il doit avoir. D'accord? Donc, c'est au cas par cas et en situation par situation. Ok, merci professeur pour votre réponse. Nous allons à présent prendre la préoccupation de Dr Malik. Dr Malik, nous vous écoutons. Bonjour, chers tous. Donc, je vais commencer à me présenter.
Donc, je réponds au nom de Dr Boukari Souleymane Abdelmalik. Donc, Vous êtes de je suis quel pays? médecin Vous êtes de généraliste. quel pays? Je suis, je suis du Niger. Très bien, très bien. Donc, voilà. Donc, Oui. je remercie au professeur pour cette présentation. Ça nous a permis vraiment de comprendre dans la profondeur de l'hypertension artérielle. Donc, je m'en vais très rapidement poser mes questions. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, je voudrais savoir comment l'âge, le sexe et les antécédents familiaux influencent-ils les risques d'hypertension artérielle. Alors, Ensuite, je peux poser ou bien on peut bien sûr, répondre. allez-y. Allez-y. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi savoir quels examens complémentaires sont nécessaires pour évaluer les risques cardiovasculaires globaux. Hmm. D'accord. Donc, alors pour la première question, c'est une question très, très intéressante. Et aussi, ça peut faire le sujet d'une conférence en soi. Alors pour l'âge, l'âge, c'est vrai que avec l'âge, il y a le vieillissement cardiaque, le vieillissement vasculaire et notamment le vieillissement rénal. Et on sait très très bien que le rein est un organe qui est au centre de la régulation de la pression artérielle. Et avec le vieillissement rénal, eh bien, il va y avoir les systèmes de régulation vont être dépassés et il va y avoir une rétention hydrosodée, c'est-à-dire que le rein va être incapable d'assurer de façon optimale l'élimination d'excédents d'eau et de sel, surtout lorsqu'on sait qu'avec à l'âge avancé, il y a une perte néphronique qui est corollaire, bien entendu, du vieillissement rénal. Et donc, ces patients-là vont avoir tendance à retenir plus d'eau et de sel. Ça d'une part. Alors pour le sexe, généralement, vous savez que les atteintes cardiovasculaires vont être plus l'apanage du sexe masculin avant l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce que la femme est tout simplement une femme en âge de procréer. Elle va être protégée par l'œstrogène. Une femme qui est en activité génitale va avoir moins de risques cardiovasculaires qu'un homme du même âge. Ceci dit, arrivé à la ménopause, eh bien, cette protection qui est assurée par l'œstrogène va se dissiper. Et donc, la femme ménopausée va avoir un risque cardiovasculaire qui va rejoindre celui de l'homme, comme je vous ai montré à la première diapo. Concernant les antécédents familiaux, là, ça rejoint la prédisposition génétique. Vous savez, il y a des prédispositions génétiques pour le diabète, pour la maladie rénale, pour l'hypertension artérielle, qui vont faire que certaines familles vont avoir plus d'hypertension artérielle, plus de patients présentant de maladies rénales que d'autres. Ça, c'est l'explication. D'accord? Merci beaucoup. Donc, je vais finir par... je sais pas si je peux encore poser des questions. J'ai des questions qui me restent. Oui, oui, oui. Oui. Je voudrais savoir, artérielle pour un patient à haut risque cardiovasculaire élevé, quels sont les objectifs tensionnels quoi, pour ces patients-là? Et je voudrais aussi Entendu. savoir, Quels sont chez le patient au risque cardiovasculaire, qu'est-ce que vous voulez savoir? oui, je voudrais également savoir comment adapter les traitements en fonction des comorbidités et des interactions médicamenteuses, quoi. Alors là, c'est la règle de prescription des médicaments. Toujours prescrire le médicament qu'on connaît le mieux, qui a plus de recul, dont on maîtrise les effets secondaires. Et toujours, chaque fois qu'on prescrit un médicament, on regarde. Nous, néphrologues, ça fait partie de notre formation et de nos réflexes au quotidien. C'est-à-dire, avant de prescrire un médicament, je regarde le débit de filtration glomérulaire de mon patient et bien entendu les références de prescription. Est-ce que le médicament requiert un ajustement posologique ou pas? Donc, il y a différents sites sur lesquels on peut regarder ça. D'accord? Donc, il y a autre chose, c'est que l'interaction médicamenteuse, là aussi, on regarde toujours ce que le patient prend comme médicament et chaque fois que je veux ajouter un nouveau médicament, je vois est-ce que le nouveau médicament ne va pas entraîner d'effets secondaires particuliers.
On sait très bien qu'il y a des associations qui sont à éviter, par exemple l'IEC et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, il faut toujours faire attention à cela. Est-ce que le médicament D'accord, merci beaucoup. est-ce que le médicament est à élimination hépatique ou rénale? Est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'un ajustement s'impose? Et comment faire l'ajustement? Parce que là, c'est toute une façon de faire. Et puis, regardez les interactions. Merci. Merci, professeur, pour votre réponse. Je pense que Dr Malik a eu satisfaction également. Nous avons une préoccupation dans la discussion. Est-ce que le choix du thiazide laïque dépend-il du stade de la MRC? En fait, c'est le même raisonnement pour le thiazidique que le thiazidique-like. Tant que le débit de filtration est supérieur à 30, on peut le prescrire. Pourquoi? Parce que c'est la garantie qu'il va atteindre la cible au niveau du tube contourné distal et bloquer la pompe sodium-chlore. D'accord? Donc, c'est ça la préoccupation. Maintenant, si on a le choix, toutes les indications du thiazide sont des indications valables pour le thiazidique-like, sauf que le thiazidique-like va être un petit peu plus efficace. Voilà. Ok, merci professeur pour votre éclaircissement. Nous allons à présent prendre Monsieur Mohamed Lawani. Bonjour, Monsieur Lawani, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Et je remercie la professeure pour sa brillante présentation. Et j'ai deux préoccupations. La première préoccupation concerne la prise de médicaments antihypertenseurs le matin ou bien le soir. Vous me suivez? Oui, oui, bien sûr. Je voudrais savoir si l'étude qui a parlé de prise de médicaments antihypertenseurs a tenu compte de l'effet du père ou non du père des patients avant de les classer, avant de faire la randomisation. Sinon, c'est important de savoir ça. Sinon, les patients du père ont une diminution plus de 10% de leur chiffre tensionnel de façon physiologique dans la nuit par rapport aux valeurs de la journée. Absolument. Votre remarque est très, très pertinente. Votre remarque, et je comprends le bien fondé de cette remarque. Ceci dit, si vous voyez l'étude Time, elle a corrélé un bon rendu du traitement antihypertenseur avec l'adhérence thérapeutique. D'accord? Elle s'est vraiment limitée à ça comme résultat et comme conclusion, mais votre commentaire est bien entendu très pertinent. Et d'ailleurs, justement, dans cet objectif de personnaliser, enfin cette façon de faire, de personnaliser, individualiser la prise en charge, lorsqu'on a un patient qui est non-dipeur, eh bien, on pourrait considérer la prise tensionnelle le soir. Ça, c'est possible, notamment si le médicament que vous donnez ne couvre pas le nictémère. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, ça, c'est une limite de l'étude en question. Absolument. D'accord. Merci. Et ma deuxième préoccupation concerne les cas cliniques que vous avez présentés. Oui. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez préféré de calculer le débit de filtration glomérulaire avec la formule de MDRD et non plutôt avec la formule de CKD-EPI. Excellente question. Pour une néphrologue, ça c'est excellent. Alors justement, il y a les deux formules qui sont utilisées maintenant en milieu néphrologique et d'ailleurs un peu partout. Depuis qu'on a éliminé le Cockcroft et Gold pour ces différentes limites que vous connaissez bien, eh bien c'est MDRD et CKD-EPI. Sauf que CKD-EPI a une limite majeure. C'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser, il faudrait que la créatinine sérique doit être mesurée par une méthode enzymatique, une méthode standardisée, ce qui n'est pas le cas de tous les laboratoires. D'accord? Tous les laboratoires ne mesurent pas la créatine sérique de façon standardisée ou même, enfin, pas toujours enzymatique, que standardisée. Ça, on n'a pas ça, on l'a pas dans les différents laboratoires de ville. Donc, le MDRD, on peut l'utiliser quelle que soit la méthode de mesure de la créatinine. Donc, c'est ça la limite
de l'usage de CKDP. Sinon, CKDP, c'est une excellente formule. Ok, je pense que Monsieur Lawani a eu D'accord. satisfaction. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, professeur, nous avons quelques préoccupations dans la discussion. La première est celle de Monsieur Shenyam Danon, qui voudrait savoir les meilleures combinaisons en bithérapie ou trithérapie pour une meilleure prise en charge de l'hypertension artérielle et si ces médicaments doivent comprendre quels médicaments, surtout en première intention. Eh bien, j'ai dit aussi que le choix de la trithérapie va dépendre du profil du patient. Les cas que j'ai exposés ici, on a un patient diabétique. Dans le diabète, il y a la rétention hydrosodée. Eh bien, je vais préférer un bloqueur du système rénine-angiotensine. Ici, comme j'ai un risque cardiovasculaire élevé, c'est plus un IEC, j'y associe un thiazidique, like. Et si ça ne marche pas, je pourrais associer un inhibiteur calcique. Si je veux des exemples, en DCI, disons ramipril, perindopril, avec l'indapamide ou chlortalidone, et en tant qu'inhibiteur calcique, une amlodipine. Donc, c'est ça idéalement. Maintenant, si j'ai d'autres cas, d'autres situations, j'ai pas vraiment de rétention hydrosodée ou c'est pas le risque cardiovasculaire qui est ma préoccupation, c'est plus ça, c'est ce qu'on voit par exemple en néphrologie. Je suis plus sur la prévention de la progression de la maladie rénale. Eh bien, je pourrais donner un ARA2, par exemple, irbesartan, losartan, euh, associé à une amlodipine. Peut-être, je pourrais associer pour les ARA2, on peut même prescrire un valsartan, donc irbesartan, losartan, valsartan. On pourrait associer à une amlodipine et dans un troisième lieu, je pourrais donner de l'indapamide ou chlortalidone ou même considérer un thiazide-like, par exemple l'hydrochlorothiazide. Ça, ce sont des exemples. Mais toujours, c'est en fonction du cas clinique. Est-ce que je veux chez mon patient? Est-ce que je redoute? D'accord? Ok, merci, professeur. Ensuite, quelles sont les recommandations pour la modification du mode de vie afin de prévenir ou de contrôler l'hypertension artérielle? Je vous ai montré une plaque. Je pense est-ce qu'ils vont garder la présentation? Oui, oui. Très bien, donc ils pourront regarder à tête reposée. J'ai mis les recommandations, j'ai mis la liste des recommandations pour le mode de vie. C'est la réduction pondérale, c'est réduire la consommation de sel, 2 grammes de sel par jour. Ça fait moins de 5 grammes de NaCl. Un régime qui est plus fondé sur les légumes et les fruits, moins de viande rouge. Quoi d'autre? Éviter les atmosphères toxiques où il y a de la pollution atmosphérique ou sonore, éviter ou gérer sans stress. Donc, il y a différents éléments. Et puis, l'exercice physique, là, surtout avec le renforcement musculaire. Tout ça, c'est très important comme modalité de modification du mode de vie. Ok, merci, professeur. Ensuite, quelle est la place des anxiolytiques dans la prise en charge de l'hypertension artérielle? À ça, moi, je ne peux pas me prononcer sur ça. Je n'ai pas fait d'études sur ça. Et franchement, je ne vois pas vraiment beaucoup de patients sous anxiolytiques dans ma pratique. D'accord? Nous, on gère ce qui est organique. Lorsqu'une tension artérielle est là, c'est des traitements antihypertenseurs. C'est pas les anxiolytiques. Maintenant, si le patient présente une situation psychologique où il aurait besoin d'anxiolytiques, eh bien, ils auront leur place, ils vont être indiqués et ils vont être prescrits. Ok, merci, professeur, pour votre réponse. À présent, ok, docteur Traoré a baissé la main. Donc, nous allons prendre la préoccupation suivante. Par quel mécanisme le trouble de la microbiote favorise l'apparition de l'hypertension artérielle?
Ah, ça, c'est très intéressant et récent aussi, récent comme facteur associé à la physiopathologie. En fait, c'est à partir de l'inflammation, donc le microbiote, lorsqu'il y a des troubles du microbiote, il y a des troubles de l'immunité, de l'inflammation, la présence d'un stress oxydant, et tout cela va concourir à la vasoconstriction et à la stimulation du sympathique et la présence ou le développement d'une hypertension artérielle. Ok, merci, professeur. Et une dernière préoccupation, est-ce que vous pouvez nous expliquer le protocole Lawson? Ah oui, alors le Loxène, c'est un inhibiteur calcique qui a la particularité, donc il est utilisé à la fois dans les urgences hypertensives, comme on peut l'utiliser dans des hypertensions qui sont moins sévères. Dans l'hypertension qui est modérée, il peut être utilisé comme inhibiteur calcique associé à un bloqueur du système rénine, sauf qu'il n'est pas très pratique parce qu'on va le prescrire en 2 prises, voire 3 prises, sauf pour les formes qui sont à libération prolongée. Mais je pense que sa question va pour le Loxène dans les urgences hypertensives. Alors, dans les urgences hypertensives, généralement, on l'utilise à la SAP. On va utiliser 4 ou 5 ampoules de Loxène en général. On ne le dilue pas et on y va progressivement. On va augmenter progressivement le débit de la seringue autopulsée tout en surveillant, bien entendu, les chiffres tensionnels du patient. Voilà. Ok, merci, professeur. Docteur Augustin voudrait savoir, y a-t-il une prise en charge spécifique de patients hypertendus et diabétiques qui a déjà un antécédent d'un événement cardiovasculaire tel qu'un AVC ou un infarctus? Bien sûr qu'il y a des prises en charge spécifiques. Moi, j'en ai pas parlé. Par exemple, l'AVC, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas ma spécialité, d'accord, là, et ça peut faire l'objet d'autres présentations parce que l'AVC, c'est toute une prise en charge. D'accord? Moi, j'ai plus, comme j'ai dit au début, le focus était sur le diabétique et sur la maladie rénale chronique, qui sont des illustrations phares du très haut risque cardiovasculaire en matière d'hypertension artérielle. Ok, merci, professeur. Et par quel mécanisme la pollution atmosphérique et les bruits intenses favorisent l'hypertension artérielle? C'est nouveau, mais c'est tout comme le stress. C'est comme le stress, notamment les bruits qui sont intenses. Ça, c'est tout comme le stress. Donc, ça va stimuler différents mécanismes, ça va perturber différents mécanismes de régulation de l'hypertension artérielle et c'est intriqué. Voilà. Ok, nous avons une autre préoccupation de Monsieur Delco, la place de la GLP-1 dans cette présentation. GLP-1, donc ça agit chez les diabétiques, c'est intéressant. Donc c'est un nouveau médicament, c'est dire qu'il y a de nouveaux médicaments qui ont un rôle très important à la fois sur la gestion du diabète et sur la néphroprotection. Donc ils sont néphroprotecteurs, d'accord? Ce ne sont pas des médicaments antihypertenseurs, mais c'était pour vous montrer qu'il y a l'actualité, puisque la présentation se doit d'être updated, actualisée. Ok, d'accord, professeur. Je souhaite une fois encore vous exprimer toute ma gratitude pour la richesse de vos partages de connaissances et tous ces éclaircissements. Je, Merci. Et merci à tous les participants. Toutes les questions ont été pertinentes. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'interaction et les différentes propositions qui ont permis de discuter les différents cas cliniques. Un grand merci à vous, un grand merci à la plateforme REMA pour ces webinaires qui sont très, très enrichissants. Merci. Et puis, merci à vous pour la brillante modération. Merci, professeur. Donc, je me permets de rappeler brièvement la procédure à suivre pour obtenir l'attestation du jour. Alors, il vous suffira de vous connecter à la plateforme REMA Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Donc, une fois connecté, veuillez saisir la thématique du jour qui est
Hypertension artérielle chez les patients à haut risque cardiovasculaire dans la barre de recherche. Vous bénéficierez ainsi de l'enregistrement du webinaire et du support du cours et serez invité à répondre à un questionnaire. L'attestation vous sera délivrée si vous obtenez un score d'au moins 60% de bonnes réponses. Et dès que les conditions requises seront remplies, vous pourrez procéder à un téléchargement de votre attestation. J'en profite également pour vous rappeler que l'équipe REMA reste joignable au numéro suivant: plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Alors, professeur, d'après vous, quel serait le point clé à retenir aujourd'hui? Le point clé à retenir aujourd'hui, c'est que l'hypertension artérielle doit être dépistée, diagnostiquée et bien entendu ne pas tarder à la traiter lorsque le patient est symptomatique ou qu'il présente des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont notamment s'il est à haut risque cardiovasculaire, être vigilant par rapport aux données des nouvelles recommandations, c'est-à-dire qu'on n'est plus satisfait des chiffres élevés chez les sujets âgés, mais que les recommandations préconisent de personnaliser en fonction de la tolérance et de la fragilité des patients. Et puis également faire attention à l'usage des différents médicaments en fonction des indications qui leur correspondent le mieux. C'est-à-dire, il y a des indications préférentielles pour l'IEC, d'autres pour l'ARA2, les thiazidiques-like, et puis être au courant de l'actualité en termes de médicaments chez ces patients-là. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour ce moment partagé ensemble qui a été très riche en informations et surtout en pédagogie. Je vous remercie également chaleureusement, chers collègues et participants, pour votre attention, votre implication et votre participation active tout au long de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente suite dans vos activités et je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre prochain webinaire prévu pour le samedi 8 novembre 2025 à 9h GMT autour d'un sujet tout aussi crucial: avortement sécurisé, rôle du professionnel de santé face aux droits et aux réalités des femmes. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vous êtes votre bien le plus précieux. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très merveilleux week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.